Chapitre 81 du comte de Monte Cristo. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par J.C. Guan. Le comte de Monte Cristo par Alexandre Dumas. Chapitre 81. La chambre du boulanger retirée. Le soir même du jour où le comte de Morcerf était sorti de chez Danglars, avec une honte et une fureur que rend recevable la froideur du banquier, M. Andrea Cavalcanti, les cheveux frisés et luisants, les moustaches aiguisées, les gants blancs dessinant les ongles, était entré, presque debout sur son phaéton, dans la cour du banquier de la Chaussée-d'Antin. Au bout de 10 minutes de conversation au salon, il avait trouvé le moyen de conduire Danglars dans une embrasure de fenêtre, et là, après un adroit préambule, avait exposé les tournements de sa vie, depuis le départ de son noble père. Depuis le départ, il avait, disait-il, dans la famille du banquier, où l'on avait bien voulu le recevoir comme un fils, il avait trouvé toutes les garanties de bonheur qu'un homme doit toujours rechercher avant les caprices de la passion. Et, quant à la passion elle-même, il avait eu le bonheur de la rencontrer dans les beaux yeux de Mademoiselle Danglars. Danglars écoutait avec l'attention la plus profonde. Il y avait déjà 2 ou 3 jours qu'il attendait cette déclaration, et lorsqu'elle arriva enfin, son œil se dilata autant qu'il s'était couvert et assombri en écoutant Morcerf. Cependant, il ne voulut point accueillir ainsi la proposition du jeune homme sans lui faire quelques observations de conscience. « Monsieur Andrea, lui dit-il, n'êtes-vous pas un peu jeune pour songer au mariage ?» « Mais non, monsieur, reprit Cavalcanti, je ne trouve pas, du moins. En Italie, les grands seigneurs se marient jeunes, en général. C'est une coutume logique. La vie est si chanceuse que l'on doit saisir le bonheur aussitôt qu'il passe à notre portée. » « Maintenant, monsieur, dit Danglars, en admettant que vos propositions, qui m'honorent, soient agréées de ma femme et de ma fille, avec qui débattrions-nous les intérêts? C'est, il me semble, une négociation importante que les pères seuls savent traiter convenablement pour le bonheur de leurs enfants. Monsieur, mon père est un homme sage, plein de convenance et de raison, a prévu la circonstance probable où j'éprouverais le désir de m'établir en France. Il m'a donc laissé en partant, avec tous les papiers qui constatent mon identité, une lettre par laquelle il m'assure, dans le cas où je ferais un choix qui lui soit agréable, 150 000 livres de rente, à partir du jour de mon mariage. C'est, autant que je puis juger, le quart du revenu de mon père. Moi, dit Danglars, j'ai toujours eu l'intention de donner à ma fille 500 000 francs en la mariant. C'est d'ailleurs ma seule héritière. Eh bien, dit Andrea, vous voyez, la chose serait pour le mieux, en supposant que ma demande ne soit pas repoussée par madame la baronne Danglars et par mademoiselle Eugénie. Nous voilà à la tête de 175 000 livres de rente. Supposons une chose, que j'obtienne du marquis qu'au lieu de me payer la rente, il me donne le capital. Ce ne serait pas facile, je le sais bien, mais enfin cela se peut. Vous nous feriez valoir ces 2 ou 3 millions, et 2 ou 3 millions entre des mains habiles peuvent toujours rapporter 10%. Je ne prends jamais qu'à 4, dit le banquier, et même à 3,5. Mais à mon gendre, je prendrais à 5, et nous partagerions les bénéfices. Eh bien, à merveille, beau-père, dit Cavalcanti, se laissant entraîner à la nature quelque peu vulgaire qui, de temps en temps, malgré ses efforts, faisait éclater le vernis d'aristocratie dont il essayait de les couvrir. Mais aussitôt, se reprenant, « Oh, pardon, monsieur, dit-il, vous voyez, l'espérance seule me rend presque fou. Que serait-ce donc la réalité ?» Mais, dit Danglars, qui de son côté ne s'apercevait pas combien cette conversation, désintéressée d'abord, tournait promptement à l'agence d'affaires, il y a sans doute une portion de votre fortune que votre père ne peut vous refuser. Laquelle? Demanda le jeune homme. Celle qui vient de votre mère. Eh, certainement, celle qui vient de ma mère, Leonora Corsinari. Eh bien, à combien peut monter cette portion de fortune? Ma foi, dit Andrea, je vous assure, monsieur,
que je n'ai jamais arrêté mon esprit sur ce sujet, mais je l'estime à 2 millions pour le moins. Danglars ressentit cette espèce d'étouffement joyeux que ressentent, ou l'avare qui retrouve un trésor perdu, ou l'homme prêt à se noyer qui rencontre sous ses pieds la terre solide au lieu du vide dans lequel il allait s'engloutir. Eh bien, monsieur, dit Andrea, en saluant le banquier avec un tendre respect, puis-je espérer... Monsieur Andrea, dit Danglars, espérez, et croyez bien que si nul obstacle de votre part n'arrête la marche de cette affaire, elle est conclue. Mais, dit Danglars, réfléchissant, comment se fait-il que monsieur le comte de Monte Cristo, votre patron en ce monde parisien, ne soit pas venu avec vous nous faire cette demande? Andrea rougit imperceptiblement. Je viens de chez le comte, monsieur, dit-il. C'est incontestablement un homme charmant, mais d'une originalité inconcevable. Il m'a fort approuvé. Il m'a dit même qu'il ne croyait pas que mon père hésitât un instant à me donner le capital au lieu de la rente. Il m'a promis son influence pour m'aider à obtenir cela de lui. Mais il m'a déclaré que, personnellement, il n'avait jamais pris et ne prendrait jamais sur lui cette responsabilité de faire une demande en mariage. Mais je dois lui rendre cette justice. Il a daigné ajouter que, s'il avait jamais déploré cette répugnance, c'était à mon sujet, puisqu'il pensait que l'union projetée serait heureuse et assortie. Du reste, s'il ne veut rien faire officiellement, il se réserve de vous répondre, m'a-t-il dit, quand vous lui parlerez. Ah, fort bien. Maintenant, dit Andrea, avec son plus charmant sourire, j'ai fini de parler au beau-père, et je m'adresse au banquier. Que lui voulez-vous, voyons, dit en riant Danglars à son tour. C'est après-demain que j'ai quelque chose comme 4 000 francs à toucher chez vous. Mais le comte a compris que le mois dans lequel j'allais entrer amènerait peut-être un surcroît de dépenses auquel mon petit revenu de garçon ne saurait suffire. Et voici un bon de 20 000 francs qu'il m'a, je ne dirai pas donné, mais offert. Il est signé de sa main, comme vous voyez. Cela vous convient-il? Apportez-moi comme celui-là pour 1 million, je vous les prends, dit Danglars en mettant le bon dans sa poche. Dites-moi votre heure pour demain, et mon garçon de caisse passera chez vous avec un reçu de 24 000 francs. Mais à 10 heures du matin, si vous le voulez bien. Le plus tôt sera le mieux. Je voudrais aller demain à la campagne. Soit, à 10 heures. À l'hôtel des Princes toujours? Oui. Le lendemain, avec une exactitude qui faisait honneur à la ponctualité du banquier, les 24 000 francs étaient chez le jeune homme, qui sortit effectivement, laissant 200 francs pour Caderousse. Cette sortie avait, de la part d'Andrea, pour but principal d'éviter son dangereux ami. Aussi rentra-t-il le soir le plus tard possible. Mais à peine eut-il mis le pied sur le pavé de la cour, qu'il trouva devant lui le concierge de l'hôtel, qui l'attendait, la casquette à la main. Monsieur, dit-il, cet homme est venu. Quel homme? Demanda négligemment Andrea, comme s'il eût oublié celui dont, au contraire, il se souvenait trop bien. Celui à qui votre excellence fait cette petite rente. Ah oui, dit Andrea, cet ancien serviteur de mon père. Eh bien, vous lui avez donné les 200 francs que je vais laisser pour lui? Oui, Excellence, précisément. Andrea se faisait appeler Excellence. Mais, continua le concierge, il n'a pas voulu les prendre. Andrea pâlit. Seulement, comme il faisait nuit, personne ne le vit pâlir. Comment? Il n'a pas voulu les prendre, dit-il d'une voix légèrement émue. Non, il voulait parler à votre Excellence. J'ai répondu que vous étiez sorti. Il a insisté. Mais enfin, il a paru se laisser convaincre et m'a donné cette lettre qu'il avait apportée toute cachetée. Voyons, dit Andrea. Il lut à la lanterne de son phaéton. Tu sais où je demeure. Je t'attends demain à 9 heures du matin. Andrea interrogea le cachet pour voir s'il avait été forcé et si des regards indiscrets avaient pu pénétrer dans l'intérieur de la lettre. Mais il était plié de telle sorte, avec un tel luxe de losanges et d'angles, que pour la lire il eût fallu rompre le cachet. Or le cachet était parfaitement intact. Très bien, dit-il, pauvre homme, c'est une bien excellente créature. Et il laissa le concierge édifié par ces paroles, et ne sachant pas lequel il devait le plus admirer, du jeune maître ou du vieux serviteur.
dételez vite et montez chez moi, dit Andrea à son groom. En deux bonds, le jeune homme fut dans sa chambre et eut brûlé la lettre de Caderousse, dont il fit disparaître jusqu'aux cendres. Il achevait cette opération lorsque le domestique entra. Tu es de la même taille que moi, Pierre, lui dit-il. J'ai cet honneur-là, Excellence, répondit le valet. Tu dois avoir une livrée neuve qu'on t'a apportée hier? Oui, monsieur. J'ai affaire à une petite grisette à qui je ne veux dire ni mon titre ni ma condition. Prête-moi ta livrée et apporte-moi tes papiers, afin que je puisse, si besoin est, coucher dans une auberge. Pierre obéit. 5 minutes après, Andrea, complètement déguisé, sortait de l'hôtel sans être reconnu, prenait un cabriolet et se faisait conduire à l'auberge du Cheval Rouge, à Picpus. Le lendemain, il sortit de l'auberge du Cheval Rouge comme il était sorti de l'hôtel des Princes, c'est-à-dire sans être remarqué, descendit le faubourg Saint-Antoine, prit le boulevard jusqu'à la rue Ménilmontant, et, s'arrêtant à la porte de la troisième maison à gauche, chercha à qui il pouvait, en l'absence du concierge, demander des renseignements. Que cherchez-vous, mon joli garçon? Demanda la fruitière d'en face. Monsieur Pailletin, s'il vous plaît, ma grosse maman, répondit Andrea. Un boulanger retiré? Demanda la fruitière. Justement, c'est cela. Au fond de la cour, à gauche, au troisième. Andrea prit le chemin indiqué, et au troisième, il trouva une patte de lièvre qu'il agita avec un sentiment de mauvaise humeur dont le mouvement précipité de la sonnette se ressentit. Une seconde après, la figure de Caderousse apparut au grillage pratiqué dans la porte. « Ah, tu es exact, dit-il, et il tira les verrous. « Parbleu, dit Andrea en entrant, et il lança devant lui sa casquette de livrée, manquant la chaise, tomba à terre et fit le tour de la chambre en roulant sur sa circonférence. « Allons, allons, dit Caderousse, ne te fâche pas, le petit. Voyons, tiens, j'ai pensé à toi. Regarde un peu le bon déjeuner que nous aurons. Rien que des choses que tu aimes, tronc de l'air. » Andrea sentit en effet, en respirant, une odeur de cuisine dont les arômes grossiers ne manquaient pas d'un certain charme pour un estomac affamé. C'était ce mélange de graisse fraîche et d'ail qui signale la cuisine provençale d'un ordre inférieur. C'était en outre un goût de poisson gratiné, puis par-dessus tout l'âpre parfum de la muscade et du girofle. Tout cela s'exhalait de deux plats creux et couverts, posés sur deux fourneaux, et d'une casserole qui bruissait dans le four d'un poêle de fonte. Dans la chambre voisine, Andrea vit en outre une table assez propre, ornée de deux couverts, de deux bouteilles de vin cacheté, l'une de vert, l'autre de jaune, d'une bonne mesure d'eau-de-vie dans un carafon, et d'une macédoine de fruits dans une large feuille de chou posée avec art sur une assiette de faïence. — Que t'en semble, le petit? dit Caderousse. — Hein? Comme cela embaume? Ah, dame, tu sais, j'étais bon cuisinier là-bas. Te rappelles-tu comment on se léchait les doigts de ma cuisine? Et toi tout le premier, tu en as goûté de mes sauces, et tu ne les méprisais pas, que je crois. Et Caderousse se mit à éplucher un supplément d'oignons. C'est bon, dit Andrea avec humeur. Pardieu, si c'est pour déjeuner avec toi que tu m'as dérangé, que le diable t'emporte. Mon fils, dit sentencieusement Caderousse, en mangeant l'on cause, et puis, ingrat que tu es, tu n'as donc pas de plaisir à voir un peu ton ami. Moi j'en pleure de joie. Caderousse en effet pleurait réellement. Seulement, il eût été difficile de dire si c'était de joie ou les oignons qui opéraient sur la glande lacrymale de l'ancien aubergiste du pont du Gard. Tais-toi donc, hypocrite, dit Andrea. Tu m'aimes, toi? Oui, je t'aime, ou le diable m'emporte. C'est une faiblesse, dit Caderousse. Je le sais bien, mais c'est plus fort que moi. Ce qui ne t'empêche pas de m'avoir fait venir pour quelque perfidie. Allons donc, dit Caderousse, en essuyant son large couteau à son tablier. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je supporterais la vie misérable que tu me fais? Regarde un peu, tu as sur le dos l'habit de ton domestique. Donc tu as un domestique. Moi je n'en ai pas, et je suis forcé d'éplucher mes légumes moi-même. Tu fais fi de ma cuisine parce que tu dînes à la table d'hôte de l'hôtel des Princes ou du Café de Paris.
Eh bien, moi aussi, je pourrais avoir un domestique. Moi aussi, je pourrais avoir un tilbury. Moi aussi, je pourrais dîner où je voudrais. Eh bien, pourquoi est-ce que je m'en prive? Pour ne pas faire de peine à mon petit Benedetto. Voyons, avoue seulement que je ne pourrais, hein? Et un regard parfaitement clair de Caderousse terminait le sens de la phrase. Bon, dit Andrea, mettons que tu m'aimes. Alors pourquoi exiges-tu que je vienne déjeuner avec toi? Mais pour te voir, le petit. Pour me voir? À quoi bon, puisque nous avons fait d'avance toutes nos conditions? Eh, cher ami, dit Caderousse, est-ce qu'il y a des testaments sans codicille? Mais tu es venu pour déjeuner d'abord, n'est-ce pas? Eh bien, voyons, assieds-toi, et commençons par ces sardines et ce beurre frais, que j'ai mis sur des feuilles de vigne à ton intention méchant. Ah oui, tu regardes ma chambre, mes 4 chaises de paille, mes images à 3 francs le cadre. Dame, que veux-tu? Ce n'est pas l'hôtel des princes. Allons, te voilà dégoûté à présent. Tu n'es plus heureux, toi qui ne demandais qu'à avoir l'air d'un boulanger retiré. Caderousse poussa un soupir. Eh bien, qu'as-tu à dire? Tu as vu ton rêve réalisé. J'ai à dire que c'est un rêve. Un boulanger retiré, mon pauvre Benedetto, c'est riche, cela a des rentes. Pardieu, tu en as des rentes. Moi? Oui, toi, puisque je t'apporte tes 200 francs. Caderousse haussa les épaules. C'est humiliant, dit-il, de recevoir ainsi de l'argent donné à contre-cœur, de l'argent éphémère, qui peut me manquer du jour au lendemain. Tu vois bien que je suis obligé de faire des économies pour le cas où ta prospérité ne durerait pas. Eh bien, mon ami, la fortune est inconstante, comme disait l'aumônier du régiment. Je sais bien qu'elle est immense, ta prospérité, scélérat. Tu vas épouser la fille de Danglars. Comment, de Danglars? Et certainement de Danglars. Ne faut-il pas que je dise du baron Danglars? C'est comme si je disais du comte Benedetto. C'est un ami, Danglars, et s'il n'avait pas la mémoire si mauvaise, il devrait m'inviter à ta noce, attendu qu'il est venu à la mienne. Oui, 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 à la mienne, dame. Il n'était pas si fier dans ce temps-là. Il était petit commis chez ce bon monsieur Morrel. J'ai dîné plus d'une fois avec lui et le comte de Morcerf. Va, tu vois que j'ai de belles connaissances, et que si je voulais les cultiver un petit peu, nous nous rencontrerions dans les mêmes salons. Allons donc, ta jalousie te fait voir des arcs-en-ciel, Caderousse. C'est bon, Benedetto mio, on sait ce que l'on dit. Peut-être qu'un jour aussi, l'on mettra son habit des dimanches, et qu'on ira dire à une porte cochère, le cordon, s'il vous plaît. En attendant, assieds-toi et mangeons. Caderousse donna l'exemple, et se mit à déjeuner de bon appétit, et en faisant l'éloge de tous les mets qu'il servait à son hôte. Celui-ci sembla prendre son parti, déboucha bravement les bouteilles, et attaqua la bouillabaisse et la morue gratinée à l'ail et à l'huile. Ah, compère, dit Caderousse, il paraît que tu te raccommodes avec ton ancien maître d'hôtel. Ma foi, oui, répondit Andrea, chez lequel, jeune et vigoureux qu'il était, l'appétit l'emportait pour le moment sur toute autre chose. Et tu trouves cela bon, coquin? Si bon que je ne comprends pas comment un homme qui fricasse et qui mange de si bonnes choses peut trouver que la vie est mauvaise. Vois-tu, dit Caderousse, c'est que tout mon bonheur est gâté par une seule pensée. Laquelle? C'est que je vis aux dépens d'un ami, moi qui ai toujours bravement gagné ma vie moi-même. Oh, oh, qu'à cela ne tienne, dit Andrea, j'ai assez pour 2, ne te gêne pas. Non, vraiment, tu me croirais si tu veux, à la fin de chaque mois j'ai des remords. Bon, Caderousse, c'est au point qu'hier je n'ai pas voulu prendre les 200 francs. Oui, tu voulais me parler, mais est-ce bien le remords, voyons? Le vrai remords. Et puis, il m'était venu une idée. Andrea frémit. Il frémissait toujours aux idées de Caderousse. C'est misérable, vois-tu, continua celui-ci, d'être toujours à attendre la fin d'un mois. Et, dit philosophiquement Andrea, décidé à voir venir son compagnon, la vie ne se passe-t-elle pas à attendre? Moi, par exemple, est-ce que je fais autre chose? Eh bien, je prends patience, n'est-ce pas? Oui, parce qu'au lieu d'attendre 200 misérables francs, tu en attends 5 ou 6 000, peut-être 10, peut-être 12 même, car tu es un cachottier.
Là-bas, tu avais toujours des bursicots, des tirelires, que tu essayais de soustraire à ce pauvre ami Caderousse. Heureusement qu'il avait le nez fin, le Caderousse en question. Allons, voilà que tu vas te mettre à divaguer, dit Andrea, à parler et à reparler du passé toujours. Mais à quoi bon rabâcher comme cela, je te le demande? Ah, c'est que tu as 21 ans, toi, et que tu peux oublier le passé. J'en ai 50, et je suis bien forcé de m'en souvenir. Mais n'importe, revenons aux affaires. Oui, je voulais dire que si j'étais à ta place, eh bien, je réaliserais... Comment tu réaliserais? Oui, je demanderais un semestre d'avance, sous prétexte que je veux devenir éligible et que je vais acheter une ferme. Puis, avec mon semestre, je décamperais. Tiens, 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 fit Andrea, ce n'est pas si mal pensé, cela peut-être. Mon cher ami, dit Caderousse, mange de ma cuisine et suis mes conseils. Tu n'en trouveras pas de plus mal physiquement et moralement. Eh bien, mais, dit Andrea, pourquoi ne suis-tu pas toi-même le conseil que tu donnes? Pourquoi ne réalises-tu pas un semestre, une année même, et ne te retires-tu pas à Bruxelles? Au lieu d'avoir l'air d'un boulanger retiré, tu aurais l'air d'un banqueroutier dans l'exercice de ses fonctions. Cela est bien porté. Mais comment diable veux-tu que je me retire avec 1200 francs? Ah, Caderousse, dit Andrea, comme tu te fais exigeant, il y a 2 mois tu mourais de faim. L'appétit vient en mangeant, dit Caderousse, en montrant ses dents comme un singe qui rit, ou comme un tigre qui gronde. Aussi, ajouta-t-il, en coupant avec ses mêmes dents, si blanches et si aiguës, malgré l'âge, une énorme bouchée de pain, j'ai fait un plan. Les plans de Caderousse épouvantaient Andrea encore plus que ses idées. Les idées n'étaient que le germe, le plan, c'était la réalisation. Voyons ce plan, dit-il, ce doit être joli. Pourquoi pas? Le plan grâce auquel nous avons quitté l'établissement de monsieur Chose. De qui venait-il, hein? De moi, je présuppose. Et il n'en était pas plus mauvais. Ce me semble, puisque nous voilà ici. Je ne dis pas, répondit Andrea, tu as quelquefois du bon, mais enfin, voyons ton plan. Voyons, poursuivit Caderousse, peux-tu, toi, sans débourser un sou, me faire avoir une quinzaine de 1000 francs? Non, ce n'est pas assez de 15 000 francs. Je ne veux pas devenir honnête homme à moins de 30 000 francs. Non, répondit sèchement Andrea. Non, je ne le puis pas. Tu ne m'as pas compris, à ce qu'il paraît, répondit froidement Caderousse d'un air calme. Je t'ai dit sans débourser un sou. Ne veux-tu pas que je vole pour gâter toute mon affaire, et la tienne avec la mienne, et qu'on nous reconduise là-bas? Ah, moi, dit Caderousse, cela m'est bien égal qu'on me reprenne. Je suis un drôle de corps, sais-tu? Je m'ennuie parfois des camarades. Ce n'est pas comme toi, sans cœur, qui voudrais ne jamais les revoir. Andrea fit plus que frémir cette fois. Il pâlit. Voyons, Caderousse, pas de bêtises, dit-il. Eh non, sois donc tranquille, mon petit Benedetto. Mais indique-moi donc un petit moyen de gagner ces 30 000 francs sans te mêler de rien. Tu me laisseras faire, voilà tout. Eh bien, je verrai, je chercherai, dit Andrea. Mais en attendant, tu pousseras mon mois à 500 francs. J'ai une manie, je voudrais prendre une bonne. Eh bien, tu auras tes 500 francs, dit Andrea. Mais c'est lourd pour moi, mon pauvre Caderousse, tu abuses. Bah, dit Caderousse, puisque tu puises dans des coffres qui n'ont point de fond. On eût dit qu'Andrea attendait là son compagnon, tant son œil brilla d'un rapide éclair qui, il est vrai, s'éteignit aussitôt. Ça, c'est la vérité, répondit Andrea, et mon protecteur est excellent pour moi. Ce cher protecteur, dit Caderousse. Ainsi donc, il te fait par mois 5000 francs, dit Andrea. Autant de 1000 que tu me fais de 100, reprit Caderousse. En vérité, il n'y a que des bâtards pour avoir du bonheur. 5000 francs par mois, que diable peut-on faire de tout cela? Et mon Dieu, c'est bien vite dépensé. Aussi, je suis comme toi. Je voudrais bien avoir un capital. Un capital. Oui, je comprends. Tout le monde voudrait bien avoir un capital. Eh bien, moi, j'en aurai un. Et qui est-ce qui te la fera? Ton prince?
Oui, mon prince. Malheureusement, il faut que j'attende. Que tu attendes quoi? Demanda Caderousse. Sa mort. La mort de ton prince? Oui. Comment cela? Parce qu'il m'a porté sur son testament. Vrai? Parole d'honneur. Pour combien? Pour 500 000. Rien que cela, merci du peu. C'est comme je te le dis. Allons donc, pas possible. Caderousse, tu es mon ami? Comment donc? À la vie, à la mort. Eh bien, je vais te dire un secret. Dis. Mais écoute. Oh, pardieu, muet comme une carpe. Eh bien, je crois. Andrea s'arrêta en regardant autour de lui. Tu crois? N'aie pas peur, pardieu, nous sommes seuls. Je crois que j'ai retrouvé mon père. Ton vrai père? Oui. Pas le père Cavalcanti. Non, puisque celui-là est reparti. Le vrai, comme tu dis. Et ce père, c'est... Eh bien, Caderousse, c'est le comte de Monte Cristo. Bah! Oui, tu comprends. Alors tout s'explique. Il ne peut pas m'avouer tout haut, à ce qu'il paraît, mais il me fait reconnaître par M. Cavalcanti, à qui il donne 50 000 francs pour ça. 50 000 francs pour être ton père. Moi, j'aurais accepté pour moitié prix, pour 20 000, pour 15 000. Comment tu n'as pas pensé à moi, ingrat? Est-ce que je savais cela, puisque tout s'est fait tandis que nous étions là-bas? Ah, c'est vrai. Et tu dis que, par son testament, il me laisse 500 000 livres. Tu en es sûr? Il me l'a montré. Mais ce n'est pas tout. Il y a un codicille, comme je disais tout à l'heure. Probablement. Et dans ce codicille, il me reconnaît. Oh, le bonhomme de père, le brave homme de père, l'honnêtissime homme de père, dit Caderousse en faisant tourner en l'air une assiette qu'il retint entre ses deux mains. Voilà, dis encore que j'ai des secrets pour toi. Non, et ta confiance t'honore à mes yeux. Et ton prince de père, il est donc riche, richissime? Je le crois bien. Il ne connaît pas sa fortune. Est-ce possible? Dame, je le vois bien, moi qui suis reçu chez lui tout à l'heure. L'autre jour, c'était un garçon de banque qui lui apportait 50 000 francs dans un portefeuille gros comme ta serviette. Hier, c'est un banquier qui lui apportait 100 000 francs en or. Caderousse était abasourdi. Il lui semblait que les paroles du jeune homme avaient le son du métal, et qu'il entendait rouler des cascades de louis. Et tu vas dans cette maison-là, s'écria-t-il avec naïveté. Quand je veux. Caderousse demeura pensif un instant. Il était facile de voir qu'il retournait dans son esprit quelque profonde pensée. Puis soudain, que j'aimerais avoir tout cela, s'écria-t-il. Et comme tout cela doit être beau. Le fait est, dit Andrea, que c'est magnifique. Et ne demeure-t-il pas avenue des Champs-Élysées? Numéro 30. Ah, dit Caderousse, numéro 30. Oui, une belle maison isolée, entre cour et jardin. Tu ne connais que cela. C'est possible, mais ce n'est pas l'extérieur qui m'occupe, c'est l'intérieur. Les beaux meubles, hein, qu'il doit y avoir là-dedans. As-tu vu quelquefois les Tuileries? Non. Eh bien, c'est plus beau. Dis donc, Andrea, il doit faire bon à se baisser quand ce bon Monte Cristo laisse tomber sa bourse. Oh mon Dieu, ce n'est pas la peine d'attendre ce moment-là, dit Andrea. L'argent traîne dans cette maison comme les fruits dans un verger. Dis donc, tu devrais m'y conduire un jour avec toi. Est-ce que c'est possible? Et à quel titre? Tu as raison, mais tu m'as fait venir l'eau à la bouche. Il faut absolument que je voie cela. Je trouverai un moyen. Pas de bêtises, Caderousse. Je me présenterai comme frotteur. Il y a des tapis partout. Ah, pécaïre! Alors il faut que je me contente de voir cela en imagination. C'est ce qu'il y a de mieux, crois-moi. Tâche au moins de me faire comprendre ce que cela peut être. Comment veux-tu? Rien de plus facile. Est-ce grand? Ni trop grand, ni trop petit. Mais comment est-ce distribué? Dame, il me faudrait de l'encre et du papier pour faire un plan. En voilà, dit vivement Caderousse. Et il alla chercher sur un vieux secrétaire une feuille de papier blanc, de l'encre et une plume. Tiens, dit Caderousse, trace-moi tout cela sur du papier, mon fils.
Andrea prit la plume avec un imperceptible sourire et commença. La maison, comme je te l'ai dit, est entre cour et jardin. Vois-tu comme cela. Et Andrea fit le tracé du jardin, de la cour et de la maison. Des grands murs? Non, 8 ou 10 pieds tout au plus. Ce n'est pas prudent, dit Caderousse. Dans la cour, des caisses d'orangers, des pelouses, des massifs de fleurs. Et pas de piège à loups? Non. Les écuries? Aux 2 côtés de la grille, où tu vois, là. Et Andrea continua son plan. Voyons le rez-de-chaussée, dit Caderousse. Au rez-de-chaussée, salle à manger, 2 salons, salle de billard, escalier dans le vestibule et petit escalier dérobé. Des fenêtres? Des fenêtres magnifiques, si belles, si larges que, ma foi, je crois qu'un homme de ta taille passerait par chaque carreau. Pourquoi diable a-t-on des escaliers quand on a des fenêtres pareilles? Que veux-tu? Le luxe. Mais des volets? Oui, des volets, mais dont on ne se sert jamais. Un original, ce comte de Monte Cristo, qui aime à voir le ciel même pendant la nuit. Et les domestiques, où couchent-ils? Oh, ils ont leur maison à eux. Figure-toi un joli hangar à droite en entrant, où l'on serre les échelles. Eh bien, il y a sur ce hangar une collection de chambres pour les domestiques, avec des sonnettes correspondant aux chambres. Ah, diable, des sonnettes! Tu dis? Moi? Rien. Je dis que cela coûte très cher à poser les sonnettes. Et à quoi cela sert-il, je te le demande? Autrefois, il y avait un chien qui se promenait la nuit dans la cour. Mais on l'a fait conduire dans la maison d'Auteuil. Tu sais, à celle où tu es venu. Oui. Moi, je lui disais encore hier, c'est imprudent de votre part, monsieur le comte, car lorsque vous allez à Auteuil et que vous emmenez vos domestiques, la maison reste seule. Eh bien, a-t-il demandé, après? Eh bien, après, quelque beau jour, on vous volera. Qu'a-t-il répondu? Ce qu'il a répondu? Oui. Il a répondu, eh bien, qu'est-ce que cela me fait qu'on me vole? Andrea, il y a quelques secrétaires à mécanique. Comment cela? Oui, qui prend le voleur dans une grille et qui joue un air. On m'a dit qu'il y en avait comme cela à la dernière exposition. Il a tout bonnement un secrétaire en acajou, auquel j'ai toujours vu la clé. Et on ne le vole pas? Non, les gens qui le servent lui sont tout dévoués. Il doit y en avoir dans ce secrétaire-là, hein, de la monnaie? Il y a peut-être. On ne peut pas savoir ce qu'il y a. Et où est-il? Au premier. Fais-moi donc un peu le plan du premier, le petit, comme tu m'as fait celui du rez-de-chaussée. C'est facile. Et Andrea reprit la plume. Au premier, vois-tu, il y a antichambre, salon, à droite du salon, bibliothèque et cabinet de travail. À gauche du salon, une chambre à coucher et un cabinet de toilette. C'est dans le cabinet de toilette qu'est le fameux secrétaire. Et une fenêtre au cabinet de toilette? 2, là et là. Et Andrea dessina 2 fenêtres à la pièce qui, sur le plan, faisaient l'angle et figuraient comme un carré moins grand ajouté au carré long de la chambre à coucher. Caderousse devint rêveur. Et va-t-il souvent à Auteuil? Demanda-t-il. 2 ou 3 fois par semaine, demain par exemple. Il doit y aller passer la journée et la nuit. Tu en es sûr? Il m'a invité à y aller dîner. À la bonne heure, voilà une existence, dit Caderousse. Maison à la ville, maison à la campagne. Voilà ce que c'est que d'être riche. Et iras-tu dîner? Probablement. Quand tu y dînes, y couches-tu? Quand cela me fait plaisir. Je suis chez le comte comme chez moi. Caderousse regarda le jeune homme comme pour y arracher la vérité au fond de son cœur. Mais Andrea tira une boîte à cigares de sa poche, y prit un havane, l'alluma tranquillement et commença à le fumer sans affectation. Quand veux-tu les 500 francs? Demanda-t-il à Caderousse. Mais tout de suite, si tu les as. Andrea tira 25 louis de sa poche. Des genêts, dit Caderousse. Non, merci. Eh bien, tu les méprises? Je les estime au contraire, mais je n'en veux pas. Tu gagneras le change, imbécile. L'or vaut 5 sous. C'est ça,
et puis le changeur fera suivre l'ami Caderousse, et puis on lui mettra la main dessus, et puis il faudra qu'il dise quels sont les fermiers qui lui paient ses redevances en or. Pas de bêtises, le petit, de l'argent tout simplement, des pièces rondes à l'effigie d'un monarque quelconque. Tout le monde peut atteindre à une pièce de 5 francs. Tu comprends bien que je n'ai pas 500 francs sur moi. Il m'aurait fallu prendre un commissionnaire. Eh bien, laisse-les chez toi. À ton concierge, c'est un brave homme, j'irai les prendre. Aujourd'hui? Non, demain. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps. Eh bien, soit. Demain, en partant pour Auteuil, je les laisserai. Je peux compter dessus? Parfaitement. C'est que je vais arrêter d'avance, ma bonne, vois-tu? Arrête. Mais ce sera fini, hein? Tu ne me tourmenteras plus? Jamais. Caderousse était devenu si sombre qu'Andrea craignit d'être forcé de s'apercevoir de ce changement. Il redoubla donc de gaieté et d'insouciance. Comme tu es guilleret, dit Caderousse, on dirait que tu tiens déjà ton héritage. Non pas malheureusement, mais le jour où je le tiendrai. Eh bien? Eh bien, on se souviendra des amis. Je ne te dis que ça. Oui, comme tu as bonne mémoire, justement. Que veux-tu? Je croyais que tu voulais me rançonner. Moi? Oh, quelle idée! Moi qui, au contraire, vais te donner un conseil d'ami. Lequel? C'est de laisser ici le diamant que tu as à ton doigt. Ah ça! Mais tu veux donc nous faire prendre? Tu veux donc nous perdre tous les deux, que tu fais de pareilles bêtises? Pourquoi cela? dit Andrea. Comment? Tu prends une livrée, tu te déguises en domestique, et tu gardes à ton doigt un diamant de 4 à 5 000 francs? Peste! Tu estimes juste? Pourquoi ne te fais-tu pas commissaire-priseur? C'est que je m'y connais en diamants. J'en ai eu. Je te conseille de t'en vanter, dit Andrea, qui, sans se courroucer, comme le craignait Caderousse, de cette nouvelle extorsion, livra complaisamment la bague. Caderousse la regarda de si près qu'il fut clair pour Andrea qu'il examinait si les arêtes de la coupe étaient bien vives. C'est un faux diamant, dit Caderousse. Allons donc, fit Andrea, plaisantes-tu? Oh, ne te fâche pas, on peut voir. Et Caderousse alla à la fenêtre, fit glisser le diamant sur le carreau. On entendit crier la vitre. Confiteor, dit Caderousse, en passant le diamant à son petit doigt. Je me trompais, mais ces voleurs de joailliers imitent si bien les pierres qu'on n'ose plus aller voler dans les boutiques de bijouterie. C'est encore une branche d'industrie paralysée. Eh bien, dit Andrea, est-ce fini? As-tu encore quelque chose à me demander? Ne te gêne pas pendant que tu y es. Non, tu es un bon compagnon au fond. Je ne te retiens plus, et je tâcherai de me guérir de mon ambition. Mais prends garde qu'en vendant ce diamant, il ne t'arrive ce que tu craignais qu'il ne t'arrivât pour l'or. Je ne le vendrai pas, sois tranquille. Non, pas d'ici à après-demain du moins, pensa le jeune homme. Heureux coquin, dit Caderousse, tu t'en vas retrouver tes laquais, tes chevaux, ta voiture et ta fiancée. Mais oui, dit Andrea. Dis donc, j'espère que tu me feras un joli cadeau de noces le jour où tu épouseras la fille de mon ami Danglars. Je t'ai déjà dit que c'était une imagination que tu t'étais mise en tête. Combien de dot? Mais je te dis, 1 million? Andrea haussa les épaules. Va pour 1 million, dit Caderousse. Tu n'en auras jamais autant que je t'en désire. Merci, dit le jeune homme. Oh, c'est de bon cœur, ajouta Caderousse en riant de son gros rire. Attends que je te reconduise. C'est pas la peine. Si fait. Pourquoi cela? Oh, parce qu'il y a un petit secret à la porte. C'est une mesure de précaution que j'ai au devoir d'adopter. Serrure Huret et Fichet, revue et corrigée par Gaspard Caderousse. Je t'en confectionnerai une pareille quand tu seras capitaliste. Merci, dit Andrea. Je te ferai prévenir 8 jours d'avance. Ils se séparèrent. Caderousse resta sur le palier jusqu'à ce qu'il eût vu Andrea non seulement descendre les 3 étages, mais encore traverser la cour. Alors il rentra précipitamment, ferma la porte avec soin, et se mit à étudier, en profond architecte, le plan que lui avait laissé Andrea. Ce cher Benedetto, dit-il, je crois qu'il ne serait pas fâché d'hériter,
et que celui qui avancera le jour où il doit palper ses 500 000 francs ne sera pas son plus méchant ami. Chapitre 81.